La guerre est en train de définir l'avenir en ce moment même. Ils ne vont pas reculer à cause de l'économie. Ils savent qu'ils souffrent depuis très longtemps, depuis plus de 46 ans de sanctions. Et leur raisonnement aujourd'hui, c'est que si nous ne pouvons pas tenir plus longtemps que les États-Unis, alors ils vont tout détruire dans notre pays. Un site Internet a été lancé en Iran pour les personnes prêtes à se sacrifier pour défendre le pays. En seulement 4 jours, plus de 20 millions de personnes se sont inscrites sur ce site pour se porter volontaires. Ils sont prêts à donner leur vie pour défendre l'Iran. Le peuple, le gouvernement et les partis politiques en Iran sont totalement unis contre les États-Unis et contre ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est pour ça que je dirais que le gouvernement iranien n'a jamais été dans une position aussi forte qu'en ce moment. Il bénéficie aujourd'hui du soutien total du peuple iranien. Tous les partis politiques, de gauche, de droite, du centre, sont unis sur cette position. La direction, la nouvelle direction, est vraiment en phase avec toutes ces personnes au sein du gouvernement. Et ils savent très bien ce qu'ils veulent à travers tout ça. Parce que, colonel, la guerre, ce n'est pas quelque chose de mineur qu'on peut ignorer. Quand on est attaqué, quand plus de 3000 personnes ont été tuées pendant cette guerre, en grande majorité des civils, quand vos infrastructures ont été frappées par des avions de chasse américains, par des avions israéliens, ils ont détruit des usines pharmaceutiques en Iran, des écoles, des hôpitaux, des ponts. Ce ne sont pas de petits détails qu'on peut ignorer. C'est l'existence même d'un pays qui est en jeu. S'ils ne veulent plus que cela se reproduise, c'est pour ça qu'ils sont prêts à tout sacrifier pour sortir de cette guerre en vainqueur. Être vainqueur, ça ne veut pas dire que l'Iran va attaquer qui que ce soit, mais que l'Iran va faire échouer les États-Unis dans leurs objectifs en Iran. Il voulait provoquer un changement de régime en Iran. Enfin, il semble dire ici que si on ne brise pas le blocus, l'Iran passera à l'action directe. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut littéralement dire que si le blocus continue, nous devrons affronter les États-Unis. Peu importe s'il y a une sorte de cessez-le-feu à la manière israélienne dans la région, nous allons riposter. Avez-vous une idée de la patience dont l'Iran pourrait faire preuve, compte tenu des vrais problèmes que le blocus cause à la population iranienne? Combien de temps pourrait-il tenir? 1 semaine? 6 mois? Enfin, quel serait votre avis? Je sais que vous ne prenez pas les décisions, mais selon vous, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Oui, je pense qu'une partie de tout ça vient des problèmes qu'il crée pour l'économie iranienne. Mais une grande partie de ce dont il parle, c'est de la dignité iranienne. Ça veut dire qu'un pays comme l'Iran, qui est un acteur très important en Asie de l'Ouest, ne peut pas laisser les États-Unis l'humilier dans le golfe Persique à cause de ce blocus. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'un conflit peut éclater entre l'Iran et les États-Unis, on voit les deux camps, ces 4 ou 5 derniers jours, se tirer dessus. On sait bien qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, colonel, quand on regarde la réalité du golfe Persique. Mais ces affrontements, ces échanges de tirs vont s'intensifier avec le temps. Et c'est bien de ça que parlait Mohsen Rezaei, que ça va se faire petit à petit, mais qu'au final, on va en arriver à une guerre totale entre l'Iran et les États-Unis. Si on regarde le blocus, si on regarde ce que les États-Unis essayent de faire pour humilier le gouvernement iranien, ils ont quand même réussi à maintenir des échanges, à communiquer, en passant par le Pakistan, par la mer Caspienne et par d'autres moyens. On sait que le blocus a eu un certain effet. Peut-être 10 à 15% du commerce iranien qui passe par le détroit d'Ormuz. Mais le vrai sujet, c'est que notre dignité est en jeu, ici et maintenant.
On doit riposter pour défendre notre dignité. Ce n'est pas une question de pression, ni même de pression économique sur notre économie. Alors, il y a eu des déclarations du côté iranien, juste après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, ou plutôt de ce qu'on peut appeler un cessez-le-feu partiel, disant en gros, si le cessez-le-feu est rompu et qu'on repart vers une guerre totale, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de menaces venant des États-Unis et d'Israël, eh bien, nous avons de nouvelles armes que nous n'avons pas encore utilisées. Et là, depuis une semaine environ, j'ai vu passer sur X plusieurs comptes affirmant que la Chine aurait peut-être fourni à l'Iran des missiles de croisière anti-navires, ainsi que les radars et tout l'équipement associé, ce qui pourrait permettre à l'Iran d'infliger de lourds dégâts à notre flotte navale dans la région. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Colonel, d'une certaine façon, depuis l'annonce du cessez-le-feu, l'Iran a énormément renforcé son système de défense aérienne. Il dispose maintenant d'un nouveau système qu'ils appellent Arash, l'archet. Et il paraît que d'après certaines rumeurs en Iran, même la Russie voudrait acheter ce système de défense aérienne à cause de la guerre qui continue entre la Russie et l'Ukraine. On a aussi vu des images du système iranien appelé Majid en Arménie. L'Arménie utilise donc le système de défense aérienne iranien. Et donc, pendant cette guerre, depuis l'année dernière, en juin 2025, puis lors de la deuxième phase, le 28 février de cette année, l'armée iranienne et les gardiens de la révolution ont travaillé ensemble. Cette expérience a énormément contribué à améliorer le système de défense aérienne et leur compréhension d'un nouveau type de guerre. Parce que, en réalité, les États-Unis attaquent l'Iran en utilisant surtout l'aviation et la marine. Le système de défense aérienne a donc beaucoup progressé et ils l'ont perfectionné grâce à une meilleure intégration. Cela veut dire qu'ils avaient déjà les armes, mais qu'il fallait les intégrer dans un système cohérent. Et ils ont réussi à créer ce système. C'est pour ça que dans les derniers jours de la guerre, juste avant le cessez-le-feu, on a vu les capacités iraniennes s'affirmer. Le fonctionnement de leur défense aérienne était bien meilleur. Ils s'étaient énormément améliorés. Et ça s'est énormément amélioré depuis le cessez-le-feu. C'est ce que j'entends du côté iranien. Et franchement, je n'ai aucune raison d'en douter, parce que les Iraniens qui parlent comme ça, ce ne sont pas des gens des médias qui chercheraient à manipuler la presse persane. Ce n'est pas comme ça que l'Iran fonctionne. En gros, c'est un peu comme ce qu'on voit en Russie, ou plutôt ce qu'on a vu en Russie. Ils ne se vantent de rien. S'ils ont quelque chose, ils le disent. S'ils ne l'ont pas, ils n'en parlent pas. Donc, j'ai vraiment raison de douter de ce qu'ils disent. Alors la vraie question maintenant, c'est de savoir ce qui va se passer ensuite. Qui sait ce que le président Trump pourrait finir par dire ici? Pardon, je viens de recevoir un message de quelqu'un qui semble bien informé sur le sujet. Laissez-moi voir, intéressant. Oui, donc, selon cette personne, la pression sur Trump pour qu'il n'en vienne pas à des opérations militaires serait forte. Et apparemment, il y aurait aussi de plus en plus de pression pour qu'il fasse certaines concessions à l'Iran, ce qui commencerait à attirer l'attention. Espérons que ce soit vrai. Mais laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il faudrait à l'Iran, en 1 ou 2 points, pour dire « continuons les négociations, continuons la voie diplomatique » et ne pas faire marche arrière? Qu'est-ce qu'ils doivent obtenir, au minimum, des États-Unis pour pouvoir dire « d'accord, on a de la marge pour avancer maintenant ». Au minimum, les États-Unis doivent accepter ce que l'Iran a défini jusqu'à présent concernant le détroit d'Ormuz. Le premier point, le deuxième point.
Disons-le comme ça. Le premier point, c'est le Liban. Le deuxième, c'est le détroit d'Ormuz. Et le troisième, c'est la libération des avoirs iraniens gelés. 12 milliards de dollars, soit la moitié des fonds gelés qui doivent être débloqués. Ce sont, à mon avis, les points essentiels du côté iranien en ce moment. Quant au programme nucléaire, je ne vois pas l'Iran avoir le moindre problème à déclarer qu'il ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire. Ils sont prêts pour ça. Ils s'y préparaient même avant que cette guerre ne commence. Et je pense qu'avant d'atteindre ces objectifs, on n'ira pas plus loin. On n'arrivera pas à la deuxième étape, celle du programme nucléaire iranien et de son avenir, ou de l'uranium enrichi que possède l'Iran, environ 400 kilos d'uranium enrichi. On n'entendra rien à ce sujet, rien sur le programme nucléaire iranien, tant que ces trois étapes ne seront pas franchies. Le Liban, le détroit d'Ormuz et les avoirs iraniennes gelées. Oui, c'est ça. Ça correspond à ce que certains dirigeants iraniens ont dit ces derniers temps, surtout à propos de l'Iran. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères s'en est plaint. Je crois que c'était plus tôt dans la journée, heure locale. Il a déclaré qu'il condamnait les frappes aériennes israéliennes visant le sud et l'est du Liban et qu'il considérait les États-Unis comme complices de toutes ces atrocités. Donc, du point de vue officiel du gouvernement, la question du Liban reste bien au premier plan. Et là, franchement, ce serait l'une des demandes les plus difficiles. Peut-être même la plus difficile, encore plus que la question de l'argent, parce que ça impliquerait que le président Trump donne un ordre clair, sans ambiguïté, à Netanyahou et qu'il s'y conforme. Difficile d'imaginer que ça arrive quand même. Karl, je pense que pour beaucoup de gens, quand on parle du Liban, il faut comprendre pourquoi l'Iran insiste autant sur cette question. Le Liban, pour ceux qui ne connaissent pas les actes de résistance, c'est le cœur même de la résistance. Le Liban, c'est tout pour la résistance. Quand les Israéliens ont commencé à attaquer Gaza et la Cisjordanie, c'est le Liban qui s'est levé, qui a riposté, en disant qu'Israël devait réagir, devait reculer. Sinon, ils allaient frapper tous ces colons dans le nord d'Israël, comme ils l'appellent. C'est pour ça qu'ils ont attaqué le nord d'Israël. Ils ont voulu mettre la pression sur le gouvernement israélien à cause de ce qui se passe en Palestine. Ils n'ont pas d'autre moyen. Et c'est pour cette raison que l'Iran ne va pas reculer. Il n'y a aucun scénario dans lequel l'Iran ferait marche arrière sur la question du Liban. Même si on regarde ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est arrivé au Liban après l'assassinat de Sayed Hassan Nasrallah, certains pensaient qu'avec ces assassinats, ils allaient affaiblir le Hezbollah, au point qu'ils ne pourraient pas retrouver de sitôt la position ou la situation qu'il avait avant. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que la résistance, c'est quelque chose qui fait partie de leur ADN. Ils se battent à cause de l'occupation. Ils ne se battent pas par choix, ni parce qu'ils sont satisfaits de la situation au Liban. Non, ils n'ont tout simplement pas d'autre option que de riposter. Il le faut, vraiment. Quand d'autres pays viennent dans le vôtre pour s'emparer de vos terres, pour les annexer à Israël, il n'y a aucun moyen de reculer face à ces politiques. Ils doivent se défendre. Et l'Iran, lui, ne renoncera pas à soutenir le Liban. Laissez-moi vous poser une question, parce que, enfin, je vais prendre un peu de recul ici. Commençons simplement par l'assassinat de Soleimani en 2020. Je sais qu'on pourrait remonter plus loin, mais restons sur cet épisode. Depuis ce moment-là, jusqu'à, disons, la destruction de l'ambassade iranienne en Syrie, détruite par les Israéliens, la réaction du côté iranien est restée plutôt mesurée. On avait l'impression qu'ils cherchaient toujours à ramener la situation vers une certaine forme de stabilité, quelque chose de plus maîtrisé. Mais il me semble que, peut-être avec l'opération Midnight Hammer, et sûrement avec celle-ci, il y a eu un vrai tournant, un changement profond dans la position iranienne.
comme s'ils avaient décidé qu'ils ne reviendraient plus jamais à cette attitude-là. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce qui a changé et donc à quoi on peut s'attendre désormais avec l'Iran dans la région? L'assassinat de Qassem Soleimani, le général Qassem Soleimani, a eu une influence vraiment profonde sur la société iranienne. Parce que ce n'était pas, vous savez, un type ordinaire, ni un général ordinaire. Il occupait une place essentielle, à la fois dans la société iranienne et au-delà des frontières de l'Iran. Et la manière dont Donald Trump l'a fait assassiner, il était en visite diplomatique en Irak. Il essayait d'aider, d'ailleurs. Il coopérait, d'une certaine façon. Il cherchait à ramener un peu de raison dans la région, à mettre fin aux guerres. À l'époque, on avait Daesh, on avait toutes ces situations complexes. Il a tout fait, colonel, pour vaincre Daesh, pour vaincre l'État islamique. Beaucoup de gens, dans les médias occidentaux, parlent d'ISIS, mais en Iran, on dit Daesh. Et c'est lui, parce que quand on parle de la défaite de l'État islamique, beaucoup affirment que c'était la Russie ou les États-Unis. La Russie a beaucoup aidé avec les avions de chasse. Mais ce qui s'est passé sur le champ de bataille, sur le terrain, et c'était sans doute la partie la plus importante de cette mission, ça, c'était l'œuvre de Qassem Soleimani. C'est lui qui a vaincu Daesh dans la région. Et quand les Kurdes, dans le nord de l'Irak, au Kurdistan irakien, ont été attaqués par Daesh et qu'ils n'avaient personne pour les défendre, ils ont appelé les États-Unis à l'aide. Les Américains ont répondu que ça prendrait du temps avant de pouvoir intervenir. Alors ils ont appelé Soleimani en disant « Nous avons besoin de vous, et nous en avons besoin tout de suite ». Et il a immédiatement envoyé des forces sur place pour combattre Daesh et l'État islamique. Voilà pourquoi le général Soleimani était si important pour toute la région. Et c'est pour ça que sa mort n'a pas été une perte seulement pour le peuple iranien. C'était une perte pour toute la région. Beaucoup disent qu'il rendait la vie difficile aux soldats américains. Mais sa mission, dans son esprit, c'était qu'il fallait se débarrasser de l'agenda israélien dans la région. Il voyait Daesh comme une partie de cet agenda, parce que le chaos au Moyen-Orient venait de Daesh, de ces gens qui tuaient en Syrie, en Irak, dans toute la région. Ils détruisaient tout. Vous vous souvenez de cette période? Oui, bien sûr. Et tous ensemble, les États-Unis, l'Iran, la Russie, ils ont fini par vaincre Daesh après cette guerre. Mais ensuite, quand on voit Donald Trump revenir et assassiner le même homme qui avait vaincu Daesh sur le terrain, ça a été un choc terrible pour les Iraniens. Et ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils ne croient pas à ce que Donald Trump essaie de faire passer. Ils ne font pas confiance à l'administration Trump. Ils ne font pas confiance à ce que Donald Trump dit. Leur principale référence, quand il s'agit de comprendre l'état d'esprit des gens en Occident, vient d'Israël. C'est Israël qui nous dit quel est le programme. C'est Israël qui nous dit quelle sera la prochaine étape, pas l'administration Trump, ni Donald Trump lui-même. Et le résultat, franchement, le montre bien. Combien de fois Trump nous a-t-il dit que la guerre serait terminée dans les 24 heures, que la guerre allait se finir? Il répétait sans cesse le même genre de discours. C'est pour ça que personne ne fait confiance à Donald Trump en Iran. Oui, justement, j'ai fait une émission là-dessus ce matin sur ce sujet précis. J'ai parlé de beaucoup de ces points, de tout ce qui a été dit et aussi de ce qui ne s'est pas passé ensuite. Mais aujourd'hui, où en est l'Iran? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Iran dans les 10 ou 20 prochaines années en termes d'implication dans la région? Que se passe-t-il avec l'affaire du détroit d'Ormuz? Je pense que pour les Iraniens, le vrai enjeu du détroit d'Ormuz, ce n'est pas ce que beaucoup avancent, à savoir qu'ils prendraient 2 millions de dollars par pétrolier. Ça, c'est un détail, presque marginal pour eux.
Ce qu'ils voient dans le détroit d'Ormuz, c'est un point central pour rassembler tous les pays de la région, pour créer une forme de compréhension mutuelle. Si les pays du Conseil de coopération du Golfe dépendent de l'Iran, ils doivent comprendre que les bases américaines ne reviendront pas à la situation d'avant le début de cette guerre. Le but même de ces bases, à l'origine, c'était d'être utilisées contre l'Iran. S'ils veulent être les voisins de l'Iran, des voisins fiables, ou s'ils veulent établir une forme de coopération, de compréhension mutuelle, de paix et de prospérité pour la région, ils doivent comprendre qu'il faut mettre en place une véritable architecture de sécurité. Je ne sais pas encore comment ça va être défini. Je ne sais pas, parce qu'il me semble que le gouvernement pakistanais joue un rôle de plus en plus important avec le temps. Ils communiquent avec les Américains, avec les Iraniens, avec les Chinois, et on sait qu'ils ont un accord militaire avec l'Arabie saoudite. Alors, est-ce que tout cela va entraîner un changement au Moyen-Orient? Est-ce que ça va vraiment aider toute la région à mieux se comprendre? Si l'Iran est attaqué, vous ne serez pas dans une meilleure position que l'Arabie saoudite. Le Qatar non plus, vous n'aurez rien à gagner en attaquant l'Iran. Donc, si c'est bien ça la compréhension générale dans la région, alors personne n'aidera ni ne facilitera une attaque des États-Unis ou d'Israël contre l'Iran. C'est ça le fond du message. L'Iran ne veut pas. Si les États-Unis veulent attaquer l'Iran, ils peuvent le faire depuis Israël ou depuis d'autres points, mais ils ne peuvent pas utiliser les pays du Conseil de coopération du Golfe contre l'Iran. Et si ça se reproduit, l'Iran détruira tout dans ces pays. Je pense qu'en ce moment, la communication entre le gouvernement iranien et les pays du Golfe, c'est essentiellement ça. Si vous ne nous faites pas confiance, si vous pensez qu'une menace vient de l'Iran, montrez-nous d'où vient cette menace. Où est-ce que nous vous avons attaqué avant que cette guerre n'éclate? Si ce n'est pas le cas, alors vous ne pouvez pas être utilisé contre nous. Si on vous utilise pour nous attaquer, nous, on va vous attaquer. On va tout détruire dans vos pays. Et le premier point, ce sera le détroit d'Ormuz. On va le refaire. On va fermer le détroit d'Ormuz. Ce sera une douleur énorme pour votre économie et on va détruire vos infrastructures, comme les États-Unis et Israël ont essayé de le faire avec l'Iran. Mais s'ils ne partent pas en guerre contre l'Iran, alors rien de tout ça n'arrive. Rien du tout. Ce sera une région prospère et paisible pour tous les pays qui en font partie. Eh bien, moi, je suis pour tout ce qui peut mettre fin à la guerre et apporter la prospérité à beaucoup de gens. Et il faut vraiment que celle-ci se termine. Dans les quelques minutes qu'il nous restent, je vais demander à Gary de venir nous rejoindre. Il a des remarques intéressantes, parce qu'il y a encore un sujet dont on veut parler ici, et c'est dans l'actualité. D'après le New York Times, enfin, c'est là que c'est sorti en premier. Apparemment, Jared Kushner et Steve Witkoff auraient dit « Et si on lançait ce projet de loi spéciale ?» Apparemment, c'est ce que le président Trump proposerait. Un programme de reconstruction de 300 milliards de dollars à Téhéran, qui remplirait surtout leurs poches. Qu'est-ce que vous en pensez? Danny, le pur génie de Trump commence enfin à se révéler. On l'attendait, non? On se demandait quand il allait sortir sa carte maîtresse. Eh bien voilà, magnifique, exactement. Le magnifique, tu sais, il construit la salle de Baal, la plus belle du monde. Tu sais ce qu'il prévoit de faire à Gaza? Il va prendre la même formule et l'appliquer directement en Iran. Et les deux génies derrière tout ça, Kushner. Ils vont y arriver, Danny. Ils vont utiliser les mêmes entrepreneurs, aller là-bas et construire en Iran exactement comme ils prévoient de le faire à Gaza. C'est une formule parfaite. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je veux dire, je suis sûr que ça serait accueilli à bras ouverts. Vous ne trouvez pas?
Oui, ça aurait pu être avant que cette guerre commence. Parce que, oui, c'est de ça que je veux que tu parles. On en rit et on s'en moque aujourd'hui. Mais vous dites qu'avant la guerre, c'était peut-être pas une idée si folle que ça. Vous pouvez expliquer? Avant que cette guerre n'éclate, il y avait en Iran des gens qui souhaitaient une forme de coopération entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis auraient pu investir dans l'économie iranienne et d'une certaine manière dans les installations et le secteur énergétique du pays. Mais ce dont parlent Jared Kushner et Steve Witkoff, la reconstruction des infrastructures en Iran, l'Iran n'en a pas besoin. Je ne le vois pas comme ça. En revanche, sur la question de l'énergie, c'était bien l'état d'esprit avant le début de cette guerre. Aujourd'hui, je pense que plus personne ne croit qu'il soit possible de parvenir à un accord réellement significatif entre l'Iran et les États-Unis. Un accord qui mènerait à une telle coopération entre les deux parties. C'est un peu la même chose. À mon avis, il ne faut pas se faire d'illusions, ça n'arrivera pas. J'aime bien votre point de vue là-dessus, parce que quand j'ai vu ce titre, j'en suis resté bouche bée. Je me suis dit, attendez, ce sont les deux mêmes types qui sont allés négocier cette guerre, qui disaient qu'on cherchait une issue, et tout à coup, ils leur ont coupé l'herbe sous le pied. Sur quelle planète ces deux-là peuvent-ils en plus en tirer un bénéfice financier après coup? Et pourtant, apparemment, Trump l'a vraiment pensé. Il est absolument impossible qu'on laisse Steve Witkoff et Jared Kushner aller en Iran pour investir dans quoi que ce soit. C'est tout simplement impossible. Parce que les Iraniens considèrent ces deux hommes comme des agents israéliens et ils ne veulent rien avoir à faire avec Israël. Rien du tout. C'est littéralement la position du gouvernement iranien, de la direction iranienne. Et c'est pour ça que je pense que de leur côté, c'est juste un vœu pieux. Eh bien, ça ressemble beaucoup à des vœux pieux, tout ça. Dernière question. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, et j'aimerais que vous, je ne sais pas, que vous précisiez ou développiez un peu. Vous avez évoqué le fait que, à cause des déclarations de Jonathan Pollard, l'Iran pourrait, à un moment donné, dire « Nous allons nous retirer du traité de non-prolifération nucléaire, le TNP ». Ça aurait des conséquences très lourdes parce que, pour tout le monde en Occident, ça voudrait dire « Vous allez vous lancer dans la course à la bombe ». Comment un tel scénario pourrait-il se produire? Et pensez-vous vraiment qu'ils iraient jusque-là? Je pense que tout dépend de la situation actuelle, entre l'Iran, les États-Unis et l'ensemble de la région, surtout avec la manière dont Israël essaie de faire monter la tension. Imaginons que les États-Unis tentent quelque chose, en négociant, en envoyant des messages à l'Iran. Ces échanges d'un côté et de l'autre, s'ils parviennent à établir, disons, un cessez-le-feu permanent, je n'appelle pas ça un accord, ni un deal. Ce serait plutôt une sorte de cessez-le-feu durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis ne vont pas attaquer l'Iran. Parce que s'ils attaquent l'Iran, ils verront bien ce qui s'est passé hier. Comme hier, l'Iran a attaqué la base américaine au Koweït. C'était un signal pour les États-Unis. S'ils font ça, cela veut dire que l'Iran peut attaquer ces pays encore et encore. Alors, que peut-on faire d'autre, à mon avis, pour que l'Iran décide ou change d'avis sur son programme nucléaire, s'ils veulent produire des armes? Tout dépend de l'escalade. Je dirais qu'en ce moment, ils ne pensent pas avoir besoin d'armes nucléaires. Pour l'instant, ils n'en ont pas besoin. Ils veulent sortir du TNP parce qu'ils ne considèrent pas que la situation représente une menace existentielle pour l'Iran. Ils pensent pouvoir vaincre Israël et les États-Unis par des moyens conventionnels, par une guerre classique. Pourquoi utilisent-ils ces armes conventionnelles?
Justement, parce qu'ils n'ont pas besoin d'armes nucléaires. S'ils ont le sentiment qu'Israël prépare quelque chose contre l'Iran, avec l'idée d'utiliser l'arme nucléaire, même sans l'utiliser réellement, si les services de renseignement et le gouvernement en viennent à penser qu'une telle attaque se prépare, alors ils agiront dès que possible, et ils le feront savoir. Ils ne feront pas ça en secret. Non, ils annonceront qu'ils se retirent du TNP et qu'ils vont produire des armes nucléaires. Ce n'est pas quelque chose caché, sans déclaration publique. Eh bien, espérons vraiment qu'on n'en arrive pas là. Je viens de reprendre contact avec ma source il y a 1 minute, et apparemment, les options sur la table en ce moment concernant le président Trump sont assez limitées. Soit il essaye de trouver une voie crédible pour offrir suffisamment de concessions au camp iranien, de façon à ce qu'il puisse s'en accommoder et aller vers, comme vous l'avez évoqué, une sorte de quasi-cessez-le-feu. Pas un accord, mais simplement une pause dans les combats. Et s'il n'y parvient pas, il repoussera le problème et maintiendra le blocus. Alors, ma dernière question pour vous, c'est la suivante. Si c'est bien ce scénario, et je dirais que c'est le plus probable, parce que j'ai du mal à imaginer Trump accepter politiquement quoi que ce soit que les Iraniens exigent, surtout leurs points non négociables dès le départ. Combien de temps, selon vous, l'Iran attendra avant d'agir de son côté et d'essayer de forcer la situation? Ça dépend de ce qui va se passer. La situation dans le Golfe Persique est tellement mouvante, colonel. Ça peut arriver demain, après-demain, dans 1 semaine ou dans 1 mois. Tout dépend de ce qui se passe là-bas. Parce que, imaginons qu'ils essayent de frapper des pétroliers ou des navires iraniens. Quelle serait la réaction de l'Iran? Et jusqu'où irait-il? Vous savez, sur le champ de bataille, tout est imprévisible à mon avis. Ça peut arriver dès demain ou dès la semaine prochaine. La situation est vraiment très fluide. C'est pour ça que je pense, mais ce qui est certain selon moi, c'est que ce blocus, ça va être l'escalade. Oui, ça veut dire escalade. Ça veut dire une escalade vers une guerre totale entre l'Iran et les États-Unis. Et là, on revient au même genre de situation qu'on a connu pendant la guerre. C'est ça, l'escalade. Les 2 camps, l'un qui attaque des infrastructures, l'autre qui frappe, vous savez, certaines infrastructures en Iran, et l'Iran qui riposte sur certaines cibles dans d'autres pays. C'est un peu l'état d'esprit en Iran en ce moment. Ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'escalader, parce qu'ils ont la domination dans la région. Ils n'ont pas besoin d'attaquer qui que ce soit. Mais si les États-Unis les attaquent, ils peuvent répondre de manière appropriée. C'est comme ça qu'ils voient les choses aujourd'hui. Eh bien, je suppose qu'il va falloir attendre et voir ce qui va se passer. Apparemment, le président Trump devrait faire une sorte d'annonce cet après-midi, et on la couvrira soit ici sur la chaîne, soit sur. Ça ne va pas changer. Désolé de vous interrompre. Imaginons que Donald Trump annonce qu'on a trouvé une sorte d'accord ou de compromis. Eh bien, ça ne changera pas la réalité, colonel. La guerre continue, et elle continuera tant qu'Israël attaquera le Liban. Ça semble vraiment être le point central de tout ça. Et tant que ça continue, le reste, c'est juste du bruit de fond. Bon, on verra bien ce qui va se passer et on verra si le président Trump finit par céder là-dessus. Petit rappel pour tout le monde, allez sur DialogueWorks pour voir plus de contenu de Nima. Il y a vraiment d'excellentes choses. J'en ai d'ailleurs repris quelques-unes pour notre émission qu'on a déjà utilisée ici parce qu'il y a toujours de super interviews et de très bons points de vue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Nima. Toujours un plaisir. Merci à toi, Tom. Grand plaisir partagé. Et on se retrouve dans le prochain épisode du Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, j'aime pas ça. Alors, montrez-nous un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like
et partagez cet épisode avec quelqu'un à qui ça pourrait plaire. And send this to somebody you care about.